Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et je suis avec Thomas et Axel. L'équipe est une nouvelle fois au complet pour préparer le match OM Lens qui aura lieu samedi au Vélodrome. Comment ça va les amis? Ça va les Écoute, gars, ça va. impeccable. Tout va bien. Vous êtes en bien. forme, Impeccable. vous êtes prêts parce qu'on a un programme assez chargé. Il y a beaucoup d'actu là en ce moment autour de l'Olympique de Marseille. Ça s'est un peu emballé ces dernières heures. Donc j'espère que vous êtes en forme. Oui, À l'habitude, non, on est prêt. on on est est prêt. Il y a beaucoup de sujets, c'est vrai, pour cette émission, donc ça va être intéressant. Il y a beaucoup de sujets, effectivement. On va faire l'avant-match un peu comme à notre habitude en donnant les dernières infos sur les groupes et les forces en présence, les absents. On va donner les clés du match. On va décortiquer la tactique de Lens, donner nos attentes, un petit pronostic, bien entendu, comme d'habitude, la tendance des bookmakers. Et ensuite, on va aborder l'actualité de l'OM avec quelques sujets qu'on va vous présenter, notamment sur la direction de l'Olympique de Marseille. Et petite nouveauté, on va aborder en fin d'émission les commentaires et les questions que vous avez pu nous poser lors des dernières vidéos. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé de faire parce qu'on avait eu pas mal de réactions suite à la vidéo et l'avant-match et l'après-match sur OM, enfin PSG-OM. Et on avait envie de partager vos réactions et de répondre aussi aux questions que vous nous posiez un petit peu en direct comme ça. Donc voilà, ça sera l'occasion d'interagir avec vous. Et n'hésitez pas à continuer de le faire, à continuer de réagir et à nous poser toutes les questions que vous avez en tête en regardant nos vidéos. Sans plus attendre, on va démarrer tout de suite avec l'avant-match donc de OM Lens et avec un petit rappel sur les groupes. Alors, les groupes en présence, on le rappelle, Eric Bailly qui est blessé une nouvelle fois, qui s'est blessé à Paris. Le meilleur ami d'Axel. Voilà, Axel l'a assez sanctionné dans ses notes pour ça. Voilà, hein, le couperet est tombé. Donc Eric Bailly ne sera pas là pour OM Lens. On n'est pas trop certain sur sa durée d'indisponibilité encore, donc on va pas se prononcer pour le moment. Donc il va nous manquer un défenseur et deux défenseurs puisque Gigot lui a écopé de 2 matchs de suspension. On va en parler un petit peu après puisque ça fait écho aux questions et aux réactions que vous avez eues suite à notre dernière vidéo. On va en reparler, mais en tout cas, Gigot n'est pas là non plus. Heureusement, en défense, on enregistre un retour qui est celui de Kolasinac, l'homme providentiel de notre défense. T'imagines? C'est vrai, en début de saison, on n'aurait jamais cru dire ça quand même. Ah ouais, c'est clair. Hein. Non mais voilà, c'est bien. Kolasinac est de retour. On ne sait pas par contre si il pourra tenir tout un match, s'il sera même titulaire, hein, on n'est pas certain non plus. Igor Tudor a laissé peser le doute en conférence de presse. Peut-être que ce sera une chance pour Isaac Touré. Thomas, toi, c'est quelque chose qui te botterait bien, non? Ah ben oui, non, j'aimerais bien le voir. Pourquoi on parle de Touré? Parce qu'en fait, Tudor a été questionné en conférence de presse. Tout à fait. Justement, une question sur Isaac Touré, son évolution et quel pourrait être son apport. Il a dit qu'il évoluait bien, qu'il avait eu des hauts et des bas, mais que ça allait bien en ce moment et que pourquoi pas, on pourrait le voir contre Lens. Donc, du coup, soit en titulaire, soit peut-être en remplaçant, parce qu'effectivement, Kolasinac, à mon avis, c'est peut-être un petit peu court. Donc, il y a moyen qu'on puisse le voir peut-être sur une petite demi-heure, hein, imaginons, tu vois, ça, c'est possible. Voilà. Mais pourquoi pas? Franchement, ça serait sympa de pouvoir un peu découvrir un peu plus, donner un peu plus leur chance à certains éléments comme Isaac Touré. Après, le seul bémol, c'est que c'est un gros match et que, c'est ça le problème. Que j'aurais préféré le voir contre Ajaccio, par exemple, tu vois. C'est un peu fragile quand même. Hein. Voilà. C'est un peu difficile. Mais bon, j'ai envie de te dire, en même temps, il nous reste 3 vrais défenseurs et plus Touré. C'est ça, on est obligé de bricoler, là. Hein. Là, tu n'as pas trop le choix, donc il va être un peu lancé dans le truc, quoi. C'est clair. Du côté de notre adversaire, donc ils ont toujours leur défenseur Jonathan Gradit qui est toujours blessé. Ça fait 3 semaines à peu près maintenant qu'il est blessé. Donc lui, voilà, il avait joué une bonne partie des matchs du début de saison et ils ont un élément en moins. C'est le titulaire et d'ailleurs Francaise a dit en conférence de presse que ça se joue à très peu de choses pour qu'il soit là pour Marseille. Il sera là au prochain match contre Toulouse. Mais il fera le prochain match. Tout à Tant mieux. Et on l'évite, c'est toujours ça. Ils ont aussi leur piston droit qui est absent, Jimmy Cabot qui s'est fait les croisés. Saison terminée,
Ça a été annoncé aujourd'hui, enfin au moment où on enregistre, donc là on est jeudi, donc ça a été annoncé aujourd'hui. Jimmy Cabot, saison terminée, donc piston droit en moins aussi C'est une pour le grosse RC perte pour Lens. eux. C'est vraiment une grosse perte pour eux parce que Cabot c'est pas un mauvais piston, loin de là, et il s'est pété un peu bêtement en plus contre Montpellier. Ouais. Donc c'est un vrai plus pour nous. Et d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, notamment dans le 11, parce qu'il y a vrai coup à jouer sur leur côté du coup droit de leur défense, où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. D'accord. Donc c'était tout pour les absences du côté du RC Lens. Donc sinon, que retenir de ces conférences de presse qui ont lieu aujourd'hui pour les deux entraîneurs? Pas grand-chose de spécial, à part que Tudor et Frank Hayes se sont fait des mamours à distance en disant qu'ils appréciaient tous les deux le style de jeu que développait l'autre équipe. Bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant voilà. parce que les deux styles de jeu se ressemblent énormément. Oui, ça se ressemble. Donc ils ont un peu la même philosophie. D'ailleurs, même Hayes a carrément même soutenu Tudor en disant que ce qu'il avait subi en début de saison pour lui c'était un peu ridicule et il a raison. D'ailleurs il a raison. Et que en fait même on peut dire que Franck Hayes c'est un peu l'Igor Tudor français quoi, tu vois, et inversement d'ailleurs. Ils se ressemblent beaucoup les deux, donc c'est pas étonnant que ça apprécie, je pense. Ouais. Même physiquement, hein, c'est presque chauve, barbu. Oui. Non, mais voilà, non, mais c'est vrai qu'on a deux équipes qui se ressemblent, donc forcément, on imagine qu'ils apprécient leur style de jeu respectif. On va commencer l'analyse de ce match avec une première question en guise d'introduction que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous considérez actuellement, avant d'aller dans l'analyse tactique vraiment des choses, est-ce que vous considérez aujourd'hui que Lens est un concurrent sérieux au podium cette année, Axel? Ah oui, je pense. Là, ils commencent à avoir l'expérience maintenant. C'est leur 3e année. Ils sont bien placés. Ils ont battu beaucoup de gros récemment. Franchement, ils ont un jeu collectif bien huilé. C'est une bonne équipe. Fort physiquement, ils attaquent fort. Moi, je le trouve, ils sont totalement dans le coup. Tu penses que sur la durée, ils peuvent tenir la course au podium? Je pense qu'ils peuvent passer la marche, ouais. C'est vrai que l'an dernier, ils ont tenu jusqu'aux 2 tiers de la saison à peu près dans la course. Ils peuvent passer la marche. Ils sont autour de la 4e, 3e place, ils seront pas loin. Donc demain, c'est très important, quoi. Oui, c'est sûr, c'est un match clé, hein, ça va être un match clé. On le voit au classement, là, on vous met le classement à l'écran. Donc l'OM, on le sait, on a basculé à la 4e place. Lens, ils sont devant nous à 1 point. À 3 points devant, on a Lorient qui, eux, bon, on est un peu moins sur un concurrent Lorient, au podium, bien que ça fait 11 journées, ils sont quand même 2e, hein, ils font quand même un parcours exceptionnel aussi. Au niveau de l'état de forme du RC Lens, on vous affiche aussi leur dernier match. C'est une équipe, peut-être, qui est dans la difficulté en déplacement, Thomas, parce que j'ai sorti la stat, ils sont 9e à l'extérieur. Tu penses pas qu'il y a quand même aussi un coup de ce côté-là à faire? Oui, ils ont eu plus de mal à l'extérieur récemment. Ils ont notamment perdu un match, leur derby contre Lille, où ils n'avaient pas d'ailleurs fait un super match, hein, pour le coup. C'est vrai que c'est une équipe, je trouve, qui est beaucoup plus forte à domicile qu'à l'extérieur aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi une équipe qui, par le passé, a montré quand même qu'ils étaient capables de bien se déplacer. Donc, je pense que c'est peut-être une circonstance un peu de ce début de saison, mais je suis pas persuadé que véritablement on peut dire que ils sont vraiment plus en difficulté qu'à l'extérieur. Ça va rester quand même, je pense, une équipe qui va être joueuse et qui peut poser des problèmes. Surtout contre une équipe contre nous, en fait. Une équipe comme nous, on a tendance à jouer haut au Vélodrome. On l'a vu de toute façon l'année dernière. L'année dernière, ils nous ont vraiment fait mal avec ce jeu très rapide, ces transitions très rapides. Puis même physiquement, je trouve qu'ils sont impressionnants. Donc voilà, je pense, c'est plus là une circonstance, le fait qu'ils sont le 9e bilan à l'extérieur. Voilà. D'accord. Je pense pas que. Oui, on n'est pas sur une équipe double face qui serait peut-être plus craintive à l'extérieur, plus retranchée. Ils sont très forts à la maison. Ils sont très très forts à la maison, ça c'est sûr. À l'extérieur, ils sont évidemment un peu moins forts, mais ça reste quand même une bonne équipe. D'accord. Ben on le voit, tu le disais juste avant aussi, la compo adverse, on vous l'affiche à l'écran. Donc la compo qu'ils ont affichée lors de leur dernier match en recevant Montpellier. Donc on est sur le même schéma que l'Olympique de Marseille, exactement le même. Pareil. Enfin, exactement pareil.
La seule différence, c'est que Sotoka, qui est généralement positionné derrière l'attaquant, ça reste quand même un vrai attaquant de base, quoi, tu vois. Il est grand, il peut faire un vrai point d'appui. C'est un bon joueur, donc ça peut des fois limite un peu se transformer avec deux pointes devant, tu vois. Alors que nous, D'accord. on a quand même tendance à rester vraiment à un seul attaquant de pointe. Donc c'est peut-être la seule un peu différence qu'il peut avoir, parce que pour le reste, on est sur du copier-coller, quoi. Hein. Ouais. C'est assez c'est assez drôle, hein, d'ailleurs, hein, de voir C'est vrai, hein. autant de De choses en commun, similitude, ouais, ouais, de bien sûr. similitudes. Et c'est vrai que c'est par exemple pourquoi par exemple un joueur comme Fofana nous faisait de l'œil en mercato, Ouais, il aurait été bien. Ouais. parce qu'il connaît parfaitement, il n'aurait pas eu de temps d'adaptation au niveau de la tactique, c'est la même tactique, quoi. Donc tu vois, Mm, c'est ça qui est très étonnant, en fait. ouais, ouais, ouais. Mais je pense que vraiment le gros point fort de cette équipe, c'est son milieu de terrain. Hein. Ils sont quand même super armés. Hein. Axel, qu'est-ce que t'en penses de ce milieu? Est-ce que pour toi c'est la partie vraiment la plus, comment dire, la plus costaud de cette équipe? Oui, oui, ils ont su, bah, de toute façon, rien que Fofana, franchement, ce gars, il est énorme, quoi. À l'OM, il aurait transpercé toutes les lignes, ils auraient tellement apporté. C'est vrai que Mais cette bon. année, on n'aurait pas dit non à l'avoir. Oui, Hein. surtout que bon, voilà, on voit ce qui se passe derrière. Alors, au milieu, ils sont très forts et là, sur le match, je vois vraiment une bataille du milieu qu'on va devoir, mais absolument remporter si on veut gagner le match, quoi. Ouais. À Paris, on l'a perdu et là, il va falloir se bouger au milieu. On peut parler de Fofana, mais il faut pas oublier non plus le joueur qui l'accompagne, c'est Abdoul Samed, Mm. qui est Ah, une vraie révélation. C'est un mec qui était à Clermont l'année dernière, donc Clermont c'est pas non plus, tu vois, ouais. c'est pas non plus l'équipe du siècle, mais Lens l'a recruté cette année et franchement, il est très très bon. Il se révèle un peu à un niveau au-dessus et les deux fonctionnent vraiment très très bien. Ils ont une organisation vraiment impeccable et le milieu de terrain, c'est vrai que c'est vraiment le point fort parce que Fofana, c'est l'élément chez eux qui est capable de tout faire en fait. Hein. Lui, Ouais, il ouais. est Ah, tout complètement. Ouais. terrain, il peut tout faire, il peut être très dangereux offensivement, même défensivement, il est costaud, donc ouais, voilà. Et offensivement, tu situerais qui comme l'élément le plus important du RC Lens? Moi, je Plutôt trouve que Sotoka? Sotoka, ouais, parce que il apporte vraiment euh, plusieurs choses en fait dans cette équipe, c'est-à-dire que déjà, ça peut être un excellent point d'appui pour eux, et Mhm. des fois, ils en ont besoin. Ils ont Openda, qui est un joueur assez rapide autour de lui, qui va tourner un peu autour de lui. D'ailleurs, Openda, il avait été un peu cité pendant le mercato pour venir chez nous. Donc voilà, c'est un vrai bon joueur aussi. Mais Sotoka, voilà, c'est vraiment l'élément. Et puis en plus, il est en forme, quoi. Hein. Alors, j'ai pas ses Et stats ouais. sous les yeux, mais il fait depuis le début de la saison, il a 6 buts, 6 buts de Ouais. passe D. Donc c'est pas rien. Ouais, ouais, Il a ouais. mis un triplé cette année déjà contre Brest, un doublé contre Lorient et un but contre Lyon. Voilà. Donc ça montre que c'est un bon joueur. Il fait des passes D. Non, c'est un joueur très complet et qui s'est révélé un peu sur le tard d'ailleurs, hein, parce que c'est pas non plus un joueur qu'on connaissait plus que ça. Hein. Ouais. Il était à Lens déjà en Ah Ligue non, 2, non. donc il est monté en niveau avec Mhm. l'équipe de Lens. C'est ça, exactement. Ouais, il a accompagné son club dans sa montée en force. Et, euh, et du côté de la défense, ben, malgré tout, on n'en parle pas trop, mais ils ont une défense solide, je trouve, parce que ils sont à égalité au niveau des buts encaissés avec nous. Donc c'est eux aussi la deuxième ou troisième Ouais. défense, comme on veut, du championnat. Hein. Ils ont quand même des éléments importants. Medina, Danso, c'est plutôt des bons défenseurs quand même, non, Axel? Bon défenseur, ces derniers matchs, je les ai vus un poil de temps en temps en difficulté hein, quand il y avait du pressing. Hmm. Si on les presse bien, moi je pense qu'ils peuvent être bougés, on peut leur faire mal malgré tout. Ils ont C'est une c'est bonne pas défense. c'est pas la partie la plus, on va Ils sont dire. pas si forts derrière, je trouve. Enfin, ils sont bons, Mais c'est mais pas. ils sont prenables. Ouais. Voilà, Oui. ils sont prenables. Je veux dire, un mec comme Alexis Sanchez, je pense, peut leur faire mal. Ah bah Après, oui. pour moi, il y a un joueur On espère, oui. euh, dont je pense on va parler un tout petit peu. C'est quand même Brice Samba, parce Ouais. que Et ouais. Et ouais. c'est devenu un vrai bon gardien. Bien sûr. Et c'est quand même hyper étonnant parce qu'on se rappelle du Brice Eh Samba oui, de l'OM. bien On l'a sûr. pas trop vu. Euh, Bon, après, on l'avait pas vu. ouais, bah après bon, tu sais, la gestion des gardiens à l'Olympique de Marseille, on pourrait Ouais, bah après, il y penser, avait Mandanda, qu'est-ce que tu veux qu'il voilà, il y fasse? avait Mandanda, donc c'était compliqué pour lui. Mais même, tu vois, je trouvais pas non plus qu'il avait des qualités Mm, de mm. Ouais, il dingue, était quoi, tu vois. jeune, il était jeune. Ouais. Mais là, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Je veux dire, il apporte, je trouve, une vraie sérénité. Il a passé 2 ans en Angleterre, ça lui a fait du bien, quoi. Et là, il est revenu en France.
Vrai bon gardien. Donc, je pense qu'il va être motivé en plus, hein. Ouais. Là, lui, à mon avis, ben là, il va tout donner, là. il va tout C'est vrai. donner. C'est sûr. Donc, je Là, c'est pense sûr. que ça peut être un élément très important dans le match. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a pas mal de bons éléments dans cette équipe et comme on disait, une équipe très similaire à la nôtre. Donc, je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner ce match parce que même j'ai regardé quelques statistiques un peu vraiment sur leur équipe. On voit que c'est une équipe qui nous ressemble énormément dans leur style de jeu. J'ai Ouais. regardé les passes. 88% de leurs passes, c'est des passes courtes. Ils ont quasiment zéro ballon en profondeur. Donc, vraiment, ils utilisent absolument pas la profondeur. Par contre, pas beaucoup de centres, je trouve. Leur zone, c'est marrant parce que c'est une équipe qui est vachement équilibrée sur la, la largeur du terrain. On le voit au niveau des statistiques. En fait, ils utilisent autant le côté gauche que le côté droit. Le milieu de terrain un peu moins. Donc voilà, les couloirs, tu l'as dit, Thomas, ça va être important. Ça va être un combat important. Après, Et, ils font pas beaucoup de centres parce qu'ils ont perdu en qualité de centre et aussi oui, avec le départ de Klose. Hein. bien sûr. Il faut le dire aussi parce avec Klose, au contraire, ils envoyaient des centres. Klose était vraiment le centreur attitré de cette équipe. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'ils se sont un peu adaptés parce que Jimmy Cabo par exemple, donc qui ne sera pas là, c'était le titulaire cette année à ce poste-là. Alors le remplaçant Frankowski est un bon piston. D'ailleurs c'est lui, je crois qu'il avait marqué contre nous au Vélodrome si je dis pas de bêtises l'année dernière. Et c'est un bon joueur mais qui est pas dans le style centreur. Par contre il peut apporter offensivement, il peut être dangereux devant le but. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être une petite différence par rapport à nous, même si nous, finalement, tu vois, en termes de centre, Klose en fait. Bon, côté gauche, Tavares, il en fait pas plus que ça non plus. Non, il en fait moins qu'au début, en tout cas. Il en fait moins qu'au début. Donc, du coup, on se rapproche. Le style de jeu, vraiment, est quand même très, très proche. Ouais. Ben, on va parler des clés de ce match, en fait. Du coup, Thomas, quels sont pour toi vraiment les éléments qui vont être déterminants dans ce match? Quelles sont les clés de la rencontre? Alors, bon, on l'a déjà dit, du coup, c'est l'équipe qui nous ressemble le plus. Donc, la clé, ça va être de se dire comment Tudor va... Comment on s'affronte nous-mêmes, quoi, en fait. Voilà, comment on s'affronte nous-mêmes. Voilà. C'est très, très intéressant. Je pense que ça va être un match très ouvert, à mon avis, avec beaucoup de rythme. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de phases de possession stérile. Ça, à mon avis, avec ces deux équipes, ça risque pas d'arriver. Donc, à mon avis, on va avoir beaucoup de rythme dans ce match. Après, pour moi, il va avoir un côté très mental dans ce match-là. Déjà, c'est un vrai match en jeu. On l'a déjà dit. Ils sont devant nous au classement. S'ils gagnent, ils nous mettent quand même une bonne claque, je trouve. Donc, et surtout, ils sont comme, je pense que c'est une équipe qui n'aura pas peur de venir chez nous, puisque déjà l'année dernière, ils sont venus en conquérant et ils ont gagné. Et au final, l'équipe n'a pas tant changé que ça depuis l'année dernière. Donc, ils connaissent le chemin pour la victoire. Donc, je pense qu'ils vont venir conquérants encore une fois cette année. Donc, ça va être un vrai duel, je pense, tactique, mais aussi mental dans ce match. Tu crois pas, toi, Axel, par exemple, que justement, ils devraient, enfin, voilà, parce que là, Thomas nous dit qu'ils vont arriver en mode sans pression, enfin voilà, en conquérant, comme tu dis, mais au vu de la saison dernière qu'ils ont réalisée, qui était déjà assez exceptionnelle, et leur début de saison, est-ce que justement, il serait pas temps qu'ils assument un petit peu leur statut de concurrent au podium et commencer à ressentir un peu de pression quand même en venant au Vélodrome? Toi, tu les vois arriver sans pression? Non, ils vont avoir un peu de pression, je pense. Hein. Ils vont pas venir comme ça, tranquille. Hein. Moi, la clé du match, plus que collectif, c'est plus sur les individualités, moi, quand même, je le vois, sur ce match. Les hommes forts, ils doivent être forts ce soir-là. Sanchez, il faut qu'on le voie, parce que contre Paris, on l'a pas vu. Je veux que Guendouzi soit au four et au moulin à récupération. Je veux des Bemba en mode de titan derrière. Voilà. Il y a le mental qui va compter énormément. Et surtout, voilà, le talent individuel compte sur ce genre de match. Faire la différence. Sur le talent individuel, on est devant eux, je pense. Le talent individuel, c'est ce qui doit faire la différence. Parce que collectivement, les deux schémas se ressemblent. Donc, on va dire que ça peut un peu s'annuler. Ce qui doit faire la différence, voilà, c'est les individualités. C'est vrai. Sanchez, Harit, ça doit combiner. Le milieu, Guendouzi, doit régner en maître. L'arrière-garde, ça doit prendre le dessus sur leurs attaquants. Voilà.
Pour moi, Attention, les clés, c'est individuel, je pense. Guendouzi, le truc qu'il y a, c'est qu'il va se frotter à Fofana. Oui. Je Voilà. pense que ça va être un vrai duel, mais je suis pas persuadé que il y aura une vraie différence qui se fera au milieu de terrain. Par contre, effectivement, je pense que nos éléments offensifs doivent vraiment faire la différence sur ce match-là. Oui. Et il va nous falloir de la créativité et il va falloir qu'on soit offensif dans ce match-là. Ouais. Il va pas falloir va falloir qu'on n'hésite pas à y aller vraiment offensivement. Bien sûr. Mais en parlant de créativité, du coup, est-ce que tu as été créatif pour proposer Oui. notre 11, le 11 de la tribune olympienne, Thomas? J'ai proposé quelque chose justement en parlant de ça, de créativité du côté offensif. Moi, je vais vous proposer un 11 surprise pour le coup, même si on a déjà vu certains éléments, notamment en pré-saison. Donc Lopez dans les cages, ça change pas évidemment. Mm-hmm. Bon, la défense, je fais avec ce qu'on a, hein, donc Mbemba, Balerdi, Kolasinac. Ouais, donc toi tu pars sur Kolasinac titulaire a priori. Oui. Sauf si vraiment il est trop juste, mais s'il est trop juste, à mon avis, il sera pas dans le groupe. Ouais. Et il a l'air de s'entraîner normalement, donc pour moi, il sera là. Par contre, effectivement, on risque de voir Touré à un moment donné dans le match. Hein, c'est pas impossible. Mm-hmm. Là où je vais amener des surprises, ça va être sur les pistons, parce que je ne veux pas voir Nuno Tavares sur ce match-là. Déjà. Ok. D'accord. Il est temps qu'il aille un peu sur le banc. Oui, je suis d'accord. Complètement d'accord. Et j'ai pas forcément non plus envie trop de voir Issa Kaboré. Mais que fais-tu? Je le trouve pas génial. Alors je sais qu'il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il prenne en confiance, mais là on parle d'un gros match. Donc je vais tenter quelque chose un petit peu d'étonnant, mais au final quelque chose qu'on a quand même vu en pré-saison. Oui, on l'a vu. C'est donc toujours Jonathan Klaus, piston droit, et je mets Under, piston gauche. Carrément. Ouais. Et en fait, avec la capacité des deux à pouvoir changer de poste aussi, parce que Klaus peut être piston gauche et Under peut être piston droit. Donc tactiquement, ça peut être intéressant à faire. Je pense qu'Under, il peut apporter offensivement, il est sur son pied gauche, il peut faire de très bons centres. Ça reste quand même une de ses qualités. Klaus, pareil. Donc, je pense qu'il va falloir quand même beaucoup alimenter notre trio offensif. C'est vrai que le fait qu'il soit sur son pied gauche, ça évite qu'il rentre pour frapper à chaque fois aussi. Voilà. Ouais. Et puis surtout, il va se retrouver face, je pense, à Frankowski, donc le piston droit de Lens, qui pour moi n'est pas un bon défenseur du tout. Ne sait pas défendre. Donc, il faut lui mettre un mec qui va vraiment l'attaquer. Bon, après, je pense que malgré tout, Nuno Tavares, à mon avis, sera titulaire, mais il va falloir vraiment qu'il fasse la différence parce que honnêtement, je pense qu'il peut avoir le dessus sur Frankowski. Mais si vraiment moi je suis tout d'or, je mets Under, je tente le coup. Et puis même j'ai Kolasinac en fait qui est un latéral gauche de métier qui va pouvoir quand même bien compenser. Il peut fermer. Oui. Donc voilà, je tente ce coup-là. C'est un maestro tactique, hein, Thomas. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Au milieu de terrain, je mets Guendouzi à son poste de prédilection. Bien sûr. Et je l'associe à Rongier. Il te passe quand même Under, délié droit, arrière gauche, enfin piston gauche, et il t'arrive à t'expliquer la logique. Hein, il est bon. Il y a une certaine logique quand même. Ah ouais. Une certaine logique qu'on suit, oui. Donc, milieu de terrain, Rongier, Guendouzi. Je mets Guendouzi à son poste de prédilection. Il va avoir un gros duel face à Fofana. Moi, je veux voir Guendouzi face à Fofana. Voilà. Et Jordan. Ça, c'est un truc que je veux voir. Jordan, il va rester un peu sur le banc. Voilà. Ça va lui faire du bien aussi. Ouais. Et le trio de devant. Écoute, je mets. J'ai l'impression à chaque fois le mettre, mais en fait il y est jamais. Mais je mets Dieng en numéro 9. C'est vrai que tu as envie de le voir. Mais en fait, je me dis qu'à un moment donné. Tu fais partie du FC Dieng. Non, même pas, tu vois. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y aille. Et là, pour le coup, quand même, je pense que vraiment le match à domicile contre Lens, je pense qu'il peut vraiment faire mal. Voilà. Oui. Quitte à ce qu'il sorte au bout d'une heure de jeu, si ça va pas. Mais je pense qu'il peut vraiment faire mal. Et je lui mets à côté de lui, évidemment, Alex Sanchez. Oui. Et je remets Aminarit, malgré son mauvais match contre Paris. Ouais, mais moi, j'en tiens pas compte, en fait, de ce match à Paris, personnellement. Un peu à part, ouais. Voilà. Il était un peu à part. Il a fait une grosse erreur. On l'a déjà dit. Mais je pense que c'est un joueur, justement, qui, au mental, peut se relancer. J'ai l'impression quand même que Tudor l'aime beaucoup. Donc voilà. Et je trouve que le trio devant, tu vois, Sanchez, Harit, Dieng, ça apporte quand même pas mal de choses. C'est technique, c'est rapide,
Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça peut être complémentaire et j'aimerais bien le voir en fait une fois, tu vois, sur le terrain, parce que généralement Dieng quand il rentre, c'est Sanchez qui sort. J'aimerais bien voir une fois, de temps en temps, au moins le duo, surtout quand on sait que Dieng, son idole, c'est Sanchez. Il a déjà dit d'ailleurs en conférence de presse, ou même en interview. Donc du coup, je pense qu'il serait Montre-le. hyper motivé de jouer avec son idole. Donc voilà. Ah ouais. J'aimerais beaucoup voir cette équipe. Après, bon, j'y crois pas beaucoup, mais voilà. Non, mais c'est une équipe très sympa, je trouve, en tout cas. Vous nous direz dans les commentaires Offensive. ce que vous en pensez. C'est offensif, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il faut, je pense, pour répondre aux défis que va nous poser le RC Lens. Axel, est-ce que tu as des attentes autour de ce match? Quels sont vraiment les éléments que tu aimerais retrouver, dans ce match? Alors moi, j'avais voilà, noté différents problèmes ces derniers temps au niveau de cette équipe. Et Thomas l'a dit d'ailleurs à un moment, il parlait du manque de créativité. Tu as Ouais. dit la créativité. Je trouve qu'on manque un peu ces derniers temps de technique, d'animation offensive, de créativité. Mhm. Donc j'aimerais bien que Tudor, il essaie de changer un petit peu son schéma tactique. Je sais qu'il ne le fera pas, mais j'avais quand même l'espoir qu'il le change à un moment donné. C'est vrai qu'il est assez rigide, hein, Tudor, hein. Il est un Il peu bouge pas rigide. Voilà, trop. je voulais vous parler de 2, 3 propositions. Vous me dites un peu ce que vous en pensez. Vas-y. D'abord, en attaque, comme l'a dit Thomas, j'aimerais bien qu'on passe à 3 attaquants avec Dieng devant ou Suarez, à voir. Je Mhm. serais plutôt pour Dieng. Et surtout, je voudrais Sanchez un peu plus reculé, parce que Ouais. physiquement, 33 ans, tout seul devant, se prendre à chaque fois toutes les défenses sur lui, moi je pense qu'il ne peut pas. Il D'ailleurs, peut on pas le tenir voit, toute la hein, saison, quoi. ces derniers temps, franchement, Sanchez, il est bon un match sur deux. Un match Ouais. sur deux, il est bon, et le deuxième, physiquement, on sent qu'il n'est pas bien. D'ailleurs, juste te coupe par rapport à Sanchez, mais il a Ouais. dit en interview ou je crois à à la presse chilienne, il y a Ouais. peut-être 2 semaines, il a dit qu'il joue numéro 9 pour rendre service à l'équipe. Oui, mais voilà. Tu vois, Donc, je moi, pense dans son état d'esprit, lui, il se dit bon, c'est pas mon poste quand même, tu vois, numéro 9 Ouais. pur et dur, tu Et vois. ouais, ouais. moi Donc ça me. je Ouais. pense qu'il aimerait bien aussi à un moment donné peut-être un peu reculer un peu, être un peu plus dans le cœur du jeu et avoir un mec comme Dieng devant lui par exemple qui lui apporterait des solutions pour combiner, voilà, tu vois, effectivement. Je suis plutôt d'accord avec toi, Axel. Mm, mm, Sanchez, moi, mm. je veux pas qu'il rende service à l'équipe. Je veux que ce soit le meilleur joueur de l'équipe qui soit dans les meilleures dispositions possibles. C'est ça que Mm. je veux de Sanchez. Ouais. Donc, moi, au niveau des changements, j'aimerais bien 3 attaquants. Dieng, Sanchez et Harit. Et ensuite, il y a un mec que je veux absolument qu'on sorte du tombeau, du néant où il est. Pour moi, c'est indispensable pour l'animation, la création de cette équipe. C'est Gerson. Et Je ouais. sais qu'il est décrié, ça va pas, il est mauvais. Ressusciter les cadres, quoi. Je suis le premier à le dire. Mais le boulot là de Tudor, c'est de ressusciter Gerson. Il peut pas le laisser à la cave comme il le met en ce moment. Surtout qu'après, il va y avoir la trêve. Donc là, s'il joue pas là, ces 2, 3 matchs, il va pas jouer pendant 3 mois. On va le perdre pour toute la saison. Pour moi, Ouais. Gerson, il faut absolument, le ressusciter. Et la façon de le ressusciter, pour moi, c'est de lui donner un peu confiance. Donc, je le mettrai sur le terrain, mais plus bas. Mm. Plus, on va dire, à côté de Rongier. Donc moi, j'aimerais bien voir, pourquoi pas, je sais que ça sera difficile, mais un milieu à 3. Un milieu à D'accord. 3 avec Rongier et 2 pointes hautes, à gauche Gerson et à droite Guendouzi. Ce qui D'accord. veut dire, vous allez me dire, pour la Tu pars défense, sur un 4-3-3 quoi en fait, c'est ça. je pars sur un 4-3-3. Mm. Les Pistons m'ont pas donné assez d'assurance. Je trouve qu'on les met un peu trop en avant par rapport à leur niveau global. Mm. Pourquoi pas passer à 4 défenseurs? Mais du coup, c'est Klaus, pas des attentes que tu nous délivres, c'est un nouveau 11. c'est un nouveau Je 11, vais mais l'afficher à l'écran, je vais mettre le 11 c'est un nouveau, d'Axel. c'est un nouveau 11, mais je pense qu'on serait un peu plus solide au milieu avec plus de création. Tu ressuscites peut-être Gerson en le mettant plus bas. Sanchez serait dans de meilleures dispositions. Tu donnes moins les clés aux latéraux qui, je trouve, n'en font pas grand-chose. Ouais. Moi, je pense que, en plus, la défense centrale commence à aller de mieux en mieux. Donc, passer à 2, peut-être qu'ils y arriveraient. Mm. Tu pourrais passer à Oui. Mbemba et Balerdi en centraux, les deux latéraux sur les côtés, un milieu à 3. Et voilà, moi, je pense que c'est faisable. Oui, en fait, D'accord. tu fais ce qu'a fait Paris contre nous. Voilà. Je fais ce Non qu'a mais fait c'est vrai, Paris. Et au c'est final, vrai. ils s'en sont bien sortis. Mais il aime bien s'inspirer des Parisiens, Oui. Axel. Ils s'en sont très bien sortis, je veux dire. Non non mais Ils avaient un c'est vrai milieu que plus solide et ils s'en sont bien voilà. sortis. Non mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'idée est vraiment pas inintéressante. Je suis d'accord avec toi par rapport à Gerson. D'ailleurs, je remarque que tu changes du coup d'avis par rapport à Gerson parce qu'en début de saison, toi, tu voulais vraiment le voir dans le trio offensif. Je sais, mais j'ai vu ce que ça a donné et j'ai Ouais. commencé à me dire que ça marcherait pas. Il faut qu'il Mm. reprenne confiance.
Et pour ça, il faut qu'il parte de derrière. Et d'ailleurs, l'année dernière, avec Sampaoli, c'est là où il était le meilleur, c'était derrière. Il était dans un milieu à 3. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, vous nous direz du coup si vous êtes plutôt pour le 11 de Thomas ou pour le 11 d'Axel, hein, en fin de compte. On va vous les proposer à l'écran. On va vous les proposer. Pas forcément le mettre demain, c'est plus commencer à. Ouais, non mais oui, mais c'est l'idée. Oui, ça peut être une idée pour la suite, surtout si on voit qu'en fait ça commence un peu à devenir un peu plus stérile l'organisation, à couiner. Non, c'est ça, oui, c'est tellement ça. Donc c'est vrai que ça peut être une idée. Mais pour tout te dire, moi j'y avais pensé aussi à ça. Ouais. Je suis pas persuadé que Tudor le fera honnêtement, hein, parce que Tudor il est dans son schéma. Et il veut pas là où il pourrait éventuellement modifier 2-3 choses, c'est peut-être de passer plutôt à un numéro 10 avec 2 attaquants. Ça, je pense qu'il peut le faire. C'est un peu pareil, hein. Enfin, c'est pas pareil. En fait, il inverse son trio, tu vois. Au lieu d'avoir une pointe, il a 2 pointes et il a un vrai numéro 10. Mais dans ce cas-là, s'il a un vrai numéro 10, peut-être relancer un mec comme Payet, plus, à voir, voilà. Mais en tout cas, je pense que la défense à 4, malheureusement, avec Tudor, on l'aura pas forcément. Enfin, je dis malheureusement. Peut-être pas malheureusement, hein, parce que la défense à 3, finalement, elle me plaît bien, cette défense à 3. C'est vrai qu'après, c'est offensivement qu'on est un peu plus dans le mal. Ouais, mais le problème, c'est Tavares. Tavares, ça veut dire qu'il est titulaire à chaque fois et il est pas bon, donc. Oui, mais je pense qu'il peut avoir aussi peut-être dans le mercato d'hiver un petit repositionnement, un petit renfort, tu vois. Voilà, ça peut nous aider un peu. Faut pas oublier que finalement la trêve, c'est pas si loin, hein. C'est dans quoi? C'est dans 4 matchs, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas si loin que ça. Bien sûr. Je vous propose de terminer notre avant-match, la première partie de notre émission, donc consacrée à l'avant-match au MRC Lens, avec un petit pronostic, sachant que je vais vous donner un petit peu la tendance des bookmakers. Alors, ils voient l'OM favori, pas non plus ultra favori, puisqu'on est coté à 2. La cote du match nul, elle est à 3,45, et la cote du RC Lens, elle est à 3,60. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme résultat, Axel ? Petite victoire de l'OM 1-0. Ouais, 1-0. Pas plus de buts. Lens, ils marquent pas beaucoup ces derniers temps. Ils ont un peu du mal à planter. Nous, on marque pas tant que ça non plus. On va être solide derrière. Un petit 1-0, un but de Harit, tiens. Je prends. Thomas, qu'est-ce que tu vois comme score ? Ah, moi, au contraire, je vois beaucoup de buts. Ah ouais. Parce que, en fait, effectivement, Lens marque pas beaucoup. 4-4, quoi. non, mais un style genre 2-2, 3-3. Je vois plus un match nul, personnellement. Je pense qu'au final, ça va être un match ouvert, mais je vois pas forcément un vainqueur dans ce match-là. Vous arriverez à vous en satisfaire du match nul ? Ah, pas du tout, hein. Ah non, du tout. Ça après, va. C'est pas forcément ce que je, non, je sais bien, je sais bien. C'est la victoire, mais ce que je vois plus, si je dois être, neutre, je dirais, c'est plus un match nul, parce que c'est vraiment 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Et les différences, elle va être compliqué à faire quand même dans ce match-là. Donc voilà, un match nul. Et par contre, je vois des buts. Je vois je vois un 2-2, tu vois, un truc comme ça. Toi, Julien ? Ben moi, j'ai peur qu'il nous fasse mal, Lens. Alors, je veux pas, tu vois, déjà, ça me dérange de pronostiquer la défaite, mais je vois plus un match nul aussi, ouais. Mais vraiment, j'ai peur du RC Lens, honnêtement. On peut, hein. C'est une équipe qui m'inquiète beaucoup. Vous nous donnerez dans les commentaires votre pronostic. N'hésitez pas à nous expliquer quel score, à nous donner le score que vous verriez et pourquoi vous verriez un tel score. Je vous propose de terminer donc cette partie sur l'avant-match et de passer à la suite avec les actualités de l'OM. Alors donc, les actualités de l'OM, ça a été chargé lors des dernières 24 heures. Et Thomas, tu vas nous récapituler un petit peu tout ça. Oui, alors il y a surtout un article qui est sorti dans l'équipe, du coup hier, sur notamment les différents changements qu'il pourrait avoir au sein du club. Alors apparemment il y a quand même un climat qui est assez délétère, hein, notamment au niveau de la direction. Il y a des clans qui s'opposent, etc. McCourt a demandé à Longoria de faire une économie de 19 millions d'euros sur le secteur administratif, on va dire. C'est énorme. Ça paraît énorme. Donc du coup, il y a des gens qui sont ciblés. Le premier, c'est Jacques Cardoz, qui est le directeur de la communication. Il a reçu récemment un courrier des ressources humaines lui signifiant une sanction pour certains motifs. Alors les motifs qui ont été annoncés dans ce courrier,
Il aurait eu un comportement inapproprié dans les couloirs du Vélodrome contre le Sporting. Notamment, il aurait été énervé par le retard du Sporting, bon, comme Tudor hein, au final. Oui. Ouais, Ah. ouais. Et puis, il aurait, ça me fait beaucoup rire, il aurait fait des chants anti-parisiens dans les bureaux de la commanderie. Bon, ça, c'est pas... Oh, c'est ça bien, devrait ça. être encouragé même. Hein. Je vois pas le problème. Je trouve ça très drôle. Non, après, Mais le moindre je détail pense, est bon à prendre, quoi. En gros. voilà, je pense que c'est plus des excuses. En réalité, ce qui se dit beaucoup et ce qui lui est vraiment reproché, c'est qu'en fait, il prend une trop grande liberté de parole et il a une propension à donner son avis un peu sur tous les sujets dans les médias, ce qui a tendance un petit peu à irriter la direction et notamment Longoria. Il n'a pas eu notamment de communication et ça avait été étonnant d'ailleurs dans le dossier Dieng. Ça lui a été aussi reproché. Il n'a pas forcément trop communiqué par rapport à ça. Il a même critiqué le bras droit de Longoria, c'est Erondo, après le match de Francfort, notamment sur la sécurité. Et comme conséquence, du coup, il a beaucoup moins de responsabilités depuis 3 mois. Et il n'a plus notamment la gestion du dossier des supporters, hein, parce qu'apparemment, il y a des gens au club qui sont dédiés justement pour gérer le dossier supporter. Il y faisait partie. Il a été écarté du sujet. Donc lui, c'est le premier sur la sellette. Le deuxième, c'est, oui, c'est vrai, il est plutôt sympathique, mais je pense qu'il a eu un comportement, bon voilà, bref. Mais ça correspond pas à l'idée que se fait de la com de toute manière Longoria, et on l'a dit aussi avec ce qui s'est passé à Paris l'autre fois. Voilà. Nous, on attendait que quelqu'un ouvre sa gueule et Longoria, lui, clairement, ne veut pas. Voilà, c'est ça. Le deuxième qui est sur la sellette, c'est Alexandre Mélé, le directeur du service juridique. Alors lui, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps parce qu'il a été formé par Julien Fournier, qui était à l'OM, promu par Vincent Labrune et qui avait été conforté par Jacques-Henri Hérault. Donc pour vous dire un petit peu le profil du gars, le principal reproche qui lui est fait, c'est en fait la gestion du transfert de Pape Gueye. McCourt veut un responsable de cette affaire parce que pour lui, on est dans le mal par rapport à ça. Et Longoria a fait de Mélé le principal responsable. Lui, ça devrait pas tarder, il devrait bientôt dégager du club. Voilà. La troisième, c'est Elodie Malatré. Alors Elodie Malatré, c'est la directrice adjointe de la com et la responsable du protocole. On la voit tout le temps dans les conférences de presse. On se rappelle notamment de cette image qu'elle avait avec Bielsa, où elle se tenait la tête quand Bielsa commençait à dire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Alors c'est surtout Ribalta là qui lui reproche notamment une trop grande proximité avec les joueurs et il accuse Malatré d'être en fait celle qui fuite les compositions notamment d'équipe dans la presse. Apparemment ça serait elle qui ferait fuiter un peu, ce qui est aussi ce qui est pas étonnant parce que faut rappeler par exemple que l'équipe sort toutes les compositions d'équipe sans erreur depuis le début de la saison. Donc c'est quand même un peu bizarre. Donc ça c'est un premier point. Surtout ce qui lui a aussi reproché, c'est qu'elle faisait le lien entre les joueurs et la direction lorsque ça chauffait avec Igor Tudor en début de saison. Et elle a pas hésité à essayer de faire sortir un peu Tudor et pour remettre Sampaoli, parce qu'en fait c'est qu'elle est restée très très proche de Sampaoli ainsi que certaines de ses collaboratrices et elle serait toujours en contact avec lui et voilà, lorsque ça chauffait avec Tudor, elle était en contact constant avec Sampaoli pour éventuellement un retour de Sampaoli et ça apparemment Ribalta n'a pas trop apprécié. On peut comprendre. Si c'est vrai, je comprends que ça passe pas. Voilà. Et puis le dernier sur la sellette, c'est David Friot, le directeur sportif. On a tendance à l'oublier, mais il y a un directeur sportif à l'Olympique de Marseille. Alors c'est compliqué pour lui parce qu'il a quand même un président de directeur sportif et un directeur du football directeur sportif. Hein, donc c'est le troisième directeur sportif du club. Il sert pas à grand chose. Longoria lui reproche principalement le parcours catastrophique en Youth League, notamment la défaite 6-0 contre le Sporting. C'est voilà. Bon après. Voilà, on en pense ce qu'on veut, soit ça nous intéresse ou pas. Bon, en tout cas, il a beaucoup de mal à trouver sa place. Déjà, Sampaoli, l'année dernière, ne voulait même pas en entendre parler. Le responsable actuel du centre de formation, Otero, non plus. Il s'en fout totalement de Friot. Indésirable. Au final, il a été écarté quasiment de tous les dossiers du dernier mercato. Le seul dossier qui gérait véritablement, c'est le dossier Dieng, où en fait, il avait pour rôle, en gros, d'essayer de gérer ce dossier-là pour garder les joueurs, pour au final être dégagé du dossier, puisque Ribalta a repris le dossier et a recollé les morceaux avec la direction. Voilà. Donc, lui aussi, je pense que ça devrait bientôt dégager. Voilà, en gros, ce qui a été dit dans l'article, c'est que au final, voilà, il y a encore beaucoup de mouvements, et notamment sur des joueurs, sur des gens qui sont venus avec Longoria. Donc c'est ça aussi qui est un peu étonnant. C'est pas forcément que des anciens, hein, parce que Jacques Cardoz et les anciens, il y en a plus beaucoup. Hein. Voilà, mais Jacques Cardoz et David Friot, par exemple, c'est Longoria qui les a amenés. Bien sûr.
Voilà. On peut se poser la question d'ailleurs de la gestion de Longoria par rapport à ce staff, à ce management. Ça Ouais. peut être une question qu'on peut poser. Ouais. C'est Ouais. quand même moi je trouve à chaque fois on va dire très froid en fait comme management à l'OM et bon après c'est le milieu qui veut ça c'est le milieu du foot, c'est un peu requin on va dire et donc c'est toujours assez direct, mais je trouve que c'est un peu vicieux de chercher les petites bêtes comme avec Cardoz par exemple. Bon, après, on a du mal à comprendre parfois en coulisses ce qui se trame. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on fasse 19 millions d'euros d'économie en virant ces 4 personnes, puisqu'il faudra bien en remplacer au moins 3 dans tous les cas. Oui. Bon, voilà. Si c'est pour Ouais. remettre des amis à Longoria qui sont payés une blinde, parce que Ribalta, il faut pas oublier qu'il touche 600 000 euros par an quand même. Oui. Oui. Donc voilà. Voilà. Après, on peut se poser quand même juste une question par rapport à ça, c'est est-ce que ça peut avoir un impact sur le Jeu. climat dans le club, avec les joueurs, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact négatif? Franchement, j'ai du mal à voir comment. Ouais, moi aussi, c'est surtout le staff, l'entraîneur. Ouais, les joueurs, je suis pas sûr qu'ils les voient beaucoup, moi, ces personnes. Non, non, ouais, je suis d'accord. Je pense pas que ça change grand-chose pour les joueurs. Toi, tu penses que Ok. oui, Thomas, ou Non, pas forcément. Par contre, ce que je note quand même, c'est que du coup, l'équipe sort ça, évidemment, oui, ça sort toujours au bon moment. voilà, au bon Oui. moment. Voilà, je trouve que c'est plus encore une fois une manière pour l'équipe un peu de nous chier dessus. Évidemment. Comme Ils d'habitude. ont tendance à le faire depuis maintenant de nombreuses années. Bon, voilà, c'est toujours assez étonnant. Ouais. Mais oui, après, je pense pas que ça aura trop d'impact sur les résultats, par exemple. Voilà. Non. Ça, Et tiens, j'y crois pas beaucoup. d'ailleurs, en parlant de ça, une autre institution qui a tendance à nous chier dessus depuis de longues années et qui nous Ça, a prononcé quelque chose qui arrive évidemment au meilleur des moments, c'est la zone des ultras qui va être à huis clos donc pour OM Lens puisque ça a été annoncé donc super. jeudi à 48 heures du match. Incroyable ça quand même. Ah ben, Donc t'as les dernières infos Thomas sur ça? Alors, en fait, je n'arrive pas à savoir. Je sais pas parce que est-ce que c'est vraiment pour Lens ou est-ce que c'est plutôt pour Lyon? Je vois en fait les deux sont non, de c'est pour cloche. Lens, c'est pour C'est Lens. pour Lens. C'est pour Lens, d'accord, Pour ok. Lens. Ça a été confirmé, donc ouais, c'est bien 48 heures avant, l'utilisation d'engins pyrotechniques, donc de fumis face à Ajaccio. Bon, il y a eu une trentaine de fumis à l'entrée des joueurs qui ont été craqués par les ultras. Oui, bon, ben on le sait quoi, ça arrive. Bah, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dès qu'il y a des fumis, bon, bah, on se prend une sanction. Mais non, mais le Bon. problème, c'est que c'est pas uniforme partout. Oui, voilà. Il y a C'est ce que j'allais te dire. Si par exemple, il faudrait que On Paris, attend de voir, notamment, voilà. est-ce qu'ils seront sanctionnés eux aussi? Ouais, parce que c'est pas 30 qu'ils en ont craqué, c'est plutôt 500. Ouais, ouais, voilà. voilà. Donc bon, c'est toujours pareil. Bon, j'ai vu passer comme quoi apparemment la ligue se pencherait sur le truc. Bon, voilà. Oui, Toujours pareil. Hein. ils vont s'y Mais pencher. oui, c'est dommage. C'est dommage parce que Sur un le match match clé contre comme Lens, c'est ça. un match très très important Bien et sûr. Ça nous pénalise. et voilà. Donc Et le c'est timing, embêtant. il pose question, je trouve, parce qu'à 48 heures du match, un huis clos, c'est jamais annoncé à 48 heures d'un match. C'est tout le temps au moins une semaine ou 10 jours avant, quoi. Je veux dire, Mais Et tu sais pourquoi? Parce que dans 15 jours, il y a le match de Lyon. Ouais, Pas que ce soit ouais. contre Lyon. ils veulent Ouais, pas c'est que ce soit ça. contre Lyon parce que Lyon c'est l'affiche, ça sera à 21h C'est sur vrai, Amazon, on peut se donc dire voilà. ça aussi. Mais juste un truc, peut-être pour info pour les gens qui nous écoutent qui sont aux ultras, comment ça se passe pour vous, parce que notamment vous deux, vous êtes aux ultras. On est Vous êtes quoi, marrant. vous êtes replacé quelque part, Ah non, non, même non. pas? Non, que Non, dalle. je pense qu'ils auraient pu le replacer si on avait le temps, justement. Parce que c'est ce qui se fait depuis quelques années parfois. Mais là, il se trouve que le Vélodrome était déjà à guichet fermé, en fait, au moment où la sanction a été prononcée. Donc non, on l'a dans l'os, clairement. Hein. Ah oui, Donc là, on est bien. Là. moi, ça va, j'ai une solution de repli, j'irai dans le virage nord. Ouais. Moi, c'est à la télé. Hein. Un collègue a pu me dénicher une place et je l'embrasse, je le remercie. Mais ouais, c'est voilà, ça risque d'être derrière la télé pour beaucoup d'ultras et ça fait mal au cœur quand même pour un tel match. Ouais. Je vous propose de fermer cette rubrique Actualité OM et de passer à la dernière rubrique de notre émission, qui est celle donc où l'on va répondre à vos derniers commentaires. La tribune vous répond. C'est pas beau ça? On se met Magnifique.
On se met en mode interaction. Je vous ai mis une magnifique photo à l'écran avec une triplette composée de Rudy Garcia, Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault. C'est pas mal, je trouve. Non, ça nous illustre. Garcia, ça peut être Axel. Toi, tu peux être Zubizarreta et moi, je peux être Jacques-Henri Hérault. D'ailleurs, c'est votre pseudo sur Twitter. Hein. Ah, c'est vrai. Donc voilà, on est beau. Non, plus sérieusement, on va reprendre quelques commentaires que vous avez fait lors des dernières vidéos et on va vous répondre. On démarre avec une première question qui est de Olympien à vie. D'ailleurs, Olympien à vie, c'est vraiment un tueur à gages. Hein. Il nous a ciblé la dernière fois. Il a chaque fois donné le défaut et la qualité de chacun. C'est franchement merci parce que c'est toujours des commentaires. Il vise juste. Ça, c'est ça. Il vise très juste. Et c'est à chaque fois des commentaires très plaisants à lire. Merci beaucoup, Olympien. Merci de nous suivre comme ça. Et on va reprendre ton commentaire où tu disais, question pour Axel et Julien. Que pensez-vous du fait que l'OM ne fera pas appel du carton rouge de Gigot? Pourquoi le club ne fait pas appel si le scandale est si évident sur ce carton rouge comme on semblait le dire lors de l'après-match? Ne pensez-vous pas que le geste dangereux de Gigot ne mérite au final pas en soi un carton rouge comme le pense l'OM du coup? Axel, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je vois pas Longoria, vu son état d'esprit, poursuivre la Ligue. Enfin, il ira c'est sans jamais, espoir, quoi, en fait. C'est sans espoir, il ira jamais. Il sait qu'il a eu 2 matchs, il y aura rien de mieux, quoi. Enfin, moi, j'irais plus loin, tu vois, je dirais même. Alors, l'OM ne fera pas appel, effectivement, du carton rouge. Ils sont sans espoir, mais tu vois, même Tudor l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit que pour lui, le tacle méritait un carton jaune. Donc en fait, pour moi, la position de l'OM, elle est claire. Hein. Ils savent très bien que c'est exagéré, mais ils feront pas appel. Après, bon, c'est notre avis. Hein. On peut le partager ou pas, puisque Thomas, tu le disais d'ailleurs la dernière fois. Tu dis pour toi, c'était carton rouge justifié. Et d'ailleurs, tu disais que tu allais, quand on a demandé l'avis de tout le monde, que tout le monde allait être évidemment d'accord avec Axel et moi. Mais tu vois, ça n'a pas été le cas puisque mais je te l'ai dit, on a une communauté qui est au top. Oui, mais c'est vrai. Et puis, on a des connaisseurs de ballon. Et puis d'ailleurs, je regarde un peu sur Twitter et c'est vrai que les avis sur Gigot, c'est partagé. Même, tu vois. Il y a pas que des gens qui crient au scandale comme vous. Il y a des gens aussi comme moi qui voient plus le côté dangereux du geste. Et en fait, le côté Neymar touché ou pas, au final, c'est limite secondaire. D'ailleurs, Tudor l'a dit en conférence de presse. Oui, il a dit que si Neymar n'exagère pas, c'est carton jaune. Mais au final, et je vous l'avais dit notamment lors de l'après-match, Neymar joue très bien le coup. Oui, en fait, il va très bien chercher le carton jaune. Il se roule très très bien. Évidemment. C'est Neymar aussi. Il sait très bien que le geste était très dangereux. Et Turpin, voilà, il est pas allé plus loin que ça. D'ailleurs, je crois que Tudor l'a dit. Turpin a dit à Tudor que c'est avant tout le geste qui avait été jugé plus que la finalité du truc. Voilà. Donc c'est ça qui fait que le rouge pour lui est mérité et j'ai tendance aussi à le penser. Et ouais. Olympien Avid a d'ailleurs une question pour toi. Il t'avait remercié la dernière fois pour tes connaissances tactiques et tout. C'est notre maître Capello, hein, Thomas. Hein. Voilà. Il a une question pour toi. As-tu désormais un avis définitif sur la main de Mukiele? Et concernant le prochain match, quelle est la principale force de Lens? Bon, ça, on l'a expliqué déjà. Voilà, la principale force de Lens, ça, je pense qu'on l'a expliqué. La main de Mukiele, alors, pour moi, je trouve que j'ai essayé un peu de regarder, en fait, pour tout vous dire. T'as essayé de te mettre dans une position naturelle comme Mukiele? Voilà, une position naturelle, très difficile de se mettre à genoux, les bras contre son corps. Non, mais en fait, j'ai essayé de regarder un peu ce qui avait été sifflé comme main depuis le début de la saison dans le championnat, tu vois, pour essayer de voir un peu. Et ce que j'ai remarqué quand même un truc, c'est que les mains qui sont généralement dans le mouvement, c'est-à-dire quand tu sautes, que tu as vraiment les mains décollées du corps, celles-là, elles sont sifflées à chaque fois. Par contre, les mains où vraiment t'as comme Mukiele, où en fait c'est contre le corps, ça bouge pas, et en fait il les écarte pas plus que ça. Et ben là ça a plus tendance à être un peu du kiff. Vraiment, regardez, il écarte pas les bras comme ça, tu vois. Il a pas les bras totalement écartés. Il a les bras le long du corps, voilà. Et c'est ça qui fait que je pense la main est pas sifflée. Et moi par rapport à cette main-là, j'ai encore un peu de mal à me positionner. Je devais vraiment prendre une décision aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas forcément main. Voilà. Je dirais que c'est plus le truc, il défend mal, il a une position bizarre, mais il va pas chercher le ballon avec la main, je trouve.
Bon, je ne suis absolument pas d'accord avec ton moi, avis, mais on va pas refaire le débat de toute façon. Voilà. Hein. On vous renvoie à la vidéo de l'après-match, ça sera plus simple. Donc merci Olympia Vie pour tes questions et tes retours. On passe à un autre avis qui est celui de Sylvain, qui nous pose une question. Il nous soulève un souci. Il l'avait déjà fait sur un commentaire précédent sur les anciens cadres, les cadres de l'an dernier. Est-ce qu'ils seraient pas un peu fatigués et est-ce qu'ils auraient pas été usés jusqu'à la moelle, cramés par Sampaoli, et ce qui expliquerait, du coup, comme on l'a dit dans une dernière vidéo aussi, le fait que, par exemple, on ait Payet et Gerson qui soient complètement à la cave. Est-ce que il faut les laisser un petit peu tranquilles, les laisser travailler, et comme le souligne Sylvain, est-ce qu'ils vont mettre à profit le temps de la Coupe du Monde pour revenir plus fort? La reprise du mois de janvier va être colossale pour l'OM, il nous dit. Est-ce que vous partagez cet avis, Axel? Ouais, je pense que je suis pas d'accord sur les deux, en fait. Pour moi, Gerson, il faut le remettre tout de suite. Il est jeune, il doit jouer, il doit enchaîner, il faut le remettre en confiance. Lui, c'est plus une histoire de mental, de confiance. Payet, lui, il est vieux, donc pour moi, c'est plus une histoire de physique, il n'arrive plus à enchaîner. Il peut plus. Pour moi, il a plus le niveau physique, mentalement, il est plus impliqué. Je pense que la Coupe du Monde, ça va rien arranger, ça va être même encore pire, parce qu'il aura plus joué pendant des mois et des mois. Il va s'empiffrer Des mois et des d'Accra. mois, c'est. Oui, remarque, si tu Des prends le mois début et de la des saison, mois. ouais, c'est Bien vrai. sûr. Des mois et des mois. Il va s'empiffrer d'Accra, on le connaît, il va prendre du poids. La dinde de Noël, ça va être La magnifique. dinde de Noël, ça va être magnifique. Non, pour moi, Payet, physiquement, quasiment, il est perdu. Gerson, surtout pas le mettre au repos. Faut le remettre tout de suite. D'accord. Ouais, ça, tu l'as expliqué un petit peu avant aussi. Et toi, Thomas, tu crois à cette théorie des cadres, des anciens cadres qui auraient été trop usés par Sampaoli et du coup, ce qui expliquerait leur méforme en ce début de saison? Bah, écoute, c'est sûr que pour Gerson et Payet, ça peut se expliquer. Quand tu vois par exemple un Guendouzi, il est pas forcément en méforme. Oui, voilà. Donc, et c'était un cadre de Sampaoli sans aucun problème. Donc, j'ai tendance à penser que Gerson, effectivement, comme Axel, il faut le relancer, mais est-ce que c'est vraiment bon de le relancer maintenant parce qu'il est vraiment au fond du trou? Je me pose la question. Payet, en fait, je me dis une chose, et après ça, il faudrait se renseigner par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui est prévu par l'OM justement pendant la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce qu'ils prévoient quand même de faire une trêve, des vacances, ou est-ce que ils vont prévoir des matchs amicaux, une préparation, quoi, en fait. Une préparation, Ouais, parce que si c'est le cas, je pense qu'un Payet et un Gerson, même si bon, Gerson, je sais même pas s'il peut être à la Coupe du Monde, hein, parce que le Brésil, il était plus ou moins un peu dans les sélectionnables. Bon là, à mon avis, il y sera pas, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, un Payet peut éventuellement se relancer avec une vraie préparation, parce que je pense que cet été, ça a été quand même très compliqué pour lui. Donc voilà, ça peut lui faire du bien à Payet, je pense, la trêve, la longue trêve, et le fait peut-être de revenir plus fit en janvier. Ça, j'ai envie d'y croire. Voilà. T'as envie d'y croire. Bon, merci Sylvain en tout cas pour ton commentaire. On va passer au suivant qui est celui de Romain, qui nous pose la question. Alors, il nous a lâché un long commentaire et on le remercie. On t'embrasse Romain. La tribune te répond. Donc, animer cette émission, on n'a pas hésité à monter au filet. On aime ça. Donc voilà. Et on a parlé un peu des arbitres, etc. Après, la question c'est est-ce que Tudor n'a pas tiré le maximum du groupe? Est-ce que cet OM n'a pas atteint déjà son maximum? Parce que défensivement, ok, on a prouvé qu'on pouvait contenir des grosses attaques. C'est vrai que Tottenham, Paris, globalement, ça a fonctionné. Mais cela, c'est pas suffisant encore contre les grosses équipes. C'est vrai, on encaisse quand même malgré tout un but à chaque fois. À part mettre Sanchez en 9,5 et Bamba en pointe, je vois pas quelle nouveauté on peut apporter ou à part recruter un nouvel attaquant de qualité cet hiver. Donc, est-ce qu'on n'est pas déjà au maximum de ce que l'on peut faire? Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, déjà, son commentaire par rapport à Sanchez 9,5 et Bamba en pointe, c'est ce que je propose moi dans mon 11, donc je me rapproche de ce qu'il dit. Bah, c'est sûr qu'on peut se dire quand même que ce que fait Tudor depuis le début de la saison, c'est quand même déjà très fort. Faut pas oublier quand même le vrai bon début de saison qu'on a fait. On a quand même enchaîné des victoires, etc., avec un style de jeu qui était plutôt intéressant. Ouais. Défensivement, on est devenu plutôt solide, ça c'est vrai. Parce que même contre Paris, au final, hein, on subit, mais on n'est pas non plus totalement à la rue, je trouve pas. Ou alors vraiment tout début de match. C'est vrai que
les phases de progression dans cette équipe, en tout cas, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais ça, je pense que c'est aussi lié au fait que Tudor va rester dans ce schéma tactique, Oui. dans cette vision de jeu. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce schéma tactique, dans cette vision de jeu, j'ai l'impression qu'on est peut-être arrivé un peu au max de ce qu'on peut faire. Je pense qu'offensivement, on peut quand même un peu améliorer 2-3 choses. Ah oui, Voilà. oui. On Ce peut qui toujours. ce qui peut nous permettre un peu de changer de dimension aussi. Et là où on peut avoir une vraie amélioration, mais ça va être une question individuelle, c'est au niveau de nos pistons. C'est-à-dire que est-ce que nos pistons vont pouvoir se remobiliser un petit peu? Nuno Tavares, par exemple, au niveau de la trêve de cet hiver, je pense que ça peut lui faire du bien et ça peut lui permettre de bien se relancer pour le début en janvier. Par contre, Klose, à mon avis, il ira à la Coupe du Monde. Ouais. Donc lui, à mon avis, Sauf si le on mois de se fait janvier, sortir d'entrée, quoi. ouais. Mais le mois de janvier, en tout cas, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Donc, à mon avis, on aura plus du Caboret. Donc, voilà, à voir. Je pense que la progression qu'on peut avoir, c'est plus au niveau individuel des joueurs qu'au final, la qualité ou le schéma, l'organisation, tu vois, voilà. Pour moi, on n'est pas encore au max aussi parce que, et on l'a évoqué juste avant avec les remplaçants, parce que pour moi, voilà, les anciens cadres notamment, c'est de là que peut venir le nouveau souffle de l'OM en deuxième partie de saison ou même un petit peu après. Et les nouveautés, elles pourront être apportées comme ça, je pense, en remobilisant certains éléments comme Gerson, comme Payet et comme un troisième d'ailleurs qui fait l'objet du commentaire suivant, c'est Luis Suarez. Luis Suarez, on n'en parle pas trop. Et c'est Drone de Nature qui nous a laissé un commentaire à propos du cas Luis Suarez. Il nous a donc posé une question. Que pensez-vous de sa situation depuis le retour? Alors le retour, si l'on veut, parce qu'il a joué des bouts de match, de Bamba Dieng, il cire le banc. C'est vrai qu'il est à la cave. Luis Suarez, on le voit plus. Il a disparu complètement. Et est-ce qu'on peut déjà parler d'échec pour Longoria? Axel, qu'est-ce que tu penses du cas, de la situation de Luis Suarez? Ouais, de base, de toute façon, ce joueur, on savait très bien que ça serait un simple remplaçant. Ouais. Quand on l'a pris, déjà le prix à 10 millions d'euros, un remplaçant, vu le nombre de buts qu'il mettait déjà dans son club d'avant, on se disait, bon, déjà, c'est un peu bizarre de le prendre à ce prix-là. Et là, pour moi, c'est un simple remplaçant. Je suis désolé. Sanchez est devant, Dieng pas, c'est pas génial. Mais là, c'est même plus un simple remplaçant parce qu'on le voit plus du tout là, en fait. Oui, parce que mais il joue avec qu'un seul attaquant aussi. S'il joue mais... avec deux attaquants, comme on l'a proposé, on pourrait le voir un peu plus. Mais là, avec un seul attaquant, qu'est-ce que tu veux le voir, Suarez? Il a fait des entrées catastrophiques ces 2 derniers mois. C'est fou parce que je te trouve un peu dur sur les rentrées catastrophiques parce que alors, l'été c'était bien, mais là depuis un moment il est inexistant. Mais moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est qu'un indésirable comme Bamba Dieng a pu lui passer devant dans la hiérarchie en fait. Bamba Dieng, il était complètement placardisé. Et il est passé devant, là. Il est passé devant Luis Suarez. Tu trouves pas ça étonnant, toi, Thomas? Entraînement. Bah, oui, c'est sûr que le fait que Dieng rentre sur les derniers matchs et pas lui, c'est... Il y a un problème, là, quand même. C'est un problème. Dieng est peut-être un meilleur joueur au final que Suarez. Peut-être que Tudor le voit, hein. Il est pas, Tudor, en fait, il va pas trop s'emmerder. Il va quand même mettre les meilleurs sur le terrain, tu vois. Même si on sait qu'il y a des soucis avec Dieng, notamment avec son agent, etc. Mais, lui, au final, il veut mettre les meilleurs sur le terrain. Je pense que Luis Suarez, effectivement, le début était pas trop mal. Il a marqué quelques buts. D'accord, mais bon, voilà. Son dernier but, je crois que c'est contre Angers, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bon, après, donc je crois qu'il a marqué 3-4 buts, un truc comme ça. Bon, pour moi, ça reste un mec qui peut malgré tout faire des différences sur 30-35 minutes, tu vois, en sortie de banc. Le prix de 10 millions d'euros, je pense que c'est plus une combine avec Watford par rapport au transfert de Pape Gueye, à mon avis. Oui, parce qu'ils avaient un pourcentage dessus. Voilà, on est plus sur un délire comme ça, histoire d'essayer de calmer la situation avec Pape Gueye. Donc voilà, bon. Un échec proprement parlé. C'est ce que j'allais vous demander en un mot ou deux, c'est un échec ou pas? Non, pas encore. Pour moi, pas encore, parce que Luis Suarez, je trouve qu'il peut avoir aussi la possibilité de jouer un peu plus reculé, pas forcément être seul devant. Il peut tourner autour d'un attaquant, donc il faut, je pense, qu'il se montre un peu plus et il peut avoir des possibilités. Et toi, Axel, échec ou pas? Ce genre de profil à l'OM, ça devient malheureusement vite des échecs. J'ai du mal à... On le connaît, ce genre de profil à l'OM. Rapidement, ils sont à la cave. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un échec déjà ou pas encore? Là, c'est pas un échec, mais je pense que ça sera un échec.
Tu penses que ce sera un échec, ok. Oui. D'accord. On va passer au dernier commentaire parce qu'on n'a pas l'émission commence à durer, donc on va arriver à la fin. Le dernier commentaire que l'on a sélectionné, c'est celui de Eric. Eric qui lui aussi commente régulièrement nos émissions et on te remercie. Tu nous poses la question en fait, en quelque sorte, si Rongier est un petit peu surcoté ou pas quoi. J'ai bien aimé la comparaison. La paire Rongier-Verretou, c'est un Brelandas qui a bu la tasse. Alors Rongier capitaine, ce mec est tous enfin capitaine déjà, et sinon c'est un joueur lambda du milieu de tableau. Ça, c'est plutôt l'avis, je pense, d'Axel et Thomas, ça, non Rongier, Oui. c'est un joueur de Ligue 1, quoi, en fait, quoi. Ouais, c'est un très bon joueur de Ligue 1, mec solide, techniquement pas mal quand même, faut pas non plus exagérer. Il récupère bien les ballons, mais voilà, pour aller au-delà de son statut, de son rôle, il peut pas. Il est un peu Ouais, c'est ce que limité vous dans dites son depuis rôle quand quelque même. temps. Il a du mal à aller au-delà de ce qu'on lui demande, en fait. Oui, Pour voilà, moi, il franchira se jamais, dépasser. par exemple, le cap au niveau Ligue des Champions, tu vois. Pour moi, c'est Non. pas ce type de joueur-là. C'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'il est pas en équipe de France que Deschamps le prend pas parce que il voit des joueurs avec plus de potentiel devant lui. Maintenant, je trouve que son rôle de capitaine lui va plutôt bien. Ah, Je moi, l'avais oui. déjà dit. Parce que c'est un joueur de devoir, voilà. C'est pas le meilleur, évidemment. Non, mais c'est un par exemple, soldat, quoi. C'est un bon c'est un soldat. soldat. Alors j'avais regretté notamment le match contre Ajaccio. Il n'a pas de capacité à aller un peu au-delà de ce qu'il doit faire. Hein. Ouais. On connaît sa maladresse ou devant le but ou enfin sa malchance. Je sais pas comment on peut dire ça. Il a vraiment pas de chance parce que il a mis jamais quoi. Mais et là où je le rejoins Eric par rapport à son commentaire, c'est la paire Rongier-Verretou qui pour moi Ça fonctionne pas, ouais. Ça c'est fonctionne clair. pas. D'ailleurs, Verretou est en conférence de presse aujourd'hui. Il a fait son mea culpa. Hein. Ouais, et on lui a posé la question de savoir justement par rapport à Rongier-Verretou, comment un peu, qu'est-ce qu'on demande à chacun. Et en fait, il a eu du mal un peu à répondre parce que j'ai l'impression qu'en fait, qu'on leur demande un peu la même chose, c'est-à-dire de bien récupérer et de relancer le plus possible, le plus rapidement possible. Bon. Voilà, moi j'aimerais bien avoir un peu plus de créativité, plus de volume aussi au milieu de terrain, et je pense que le duo Rongier-Verretou, pour le coup, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ouais, c'est soit Rongier, soit Verretou, tu vois. Je le vois plus comme ça moi maintenant. Rongier est très défensif, il sera jamais à la création et on le sait quoi. C'est pas là sa qualité en fait. Pour moi, sa qualité, elle est plutôt comme tu dis dans le vestiaire et dans le leadership de l'équipe parce que voilà. Moi, je trouve que c'est un bon capitaine, Rongier. Je trouve que c'est un très bon capitaine. Il a été à Nantes aussi et il a ça dans le sang en quelque sorte. Et déjà quand il s'exprime à chaque fois, c'est toujours un joueur. On voit qu'il y a quand même une intelligence un peu plus prononcée, beaucoup plus prononcée que pas mal de joueurs déjà. Et non, moi c'est un profil que j'aime beaucoup. J'aime bien moi Valentin Rongier. C'est un de mes chouchous. Oui, non, mais voilà. C'est pas un joueur lambda du milieu de tableau comme dit Eric, par exemple. Là, je trouve qu'il est très dur quand il dit ça. C'est un joueur qui est titulaire dans le top 5 en Ligue 1. Ouais. Ok, bon, c'était tout pour les commentaires. Bon, on espère que cette petite session vous aura plu, les amis. N'hésitez pas, on vous le met à l'écran, à nous poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à réagir. Franchement, on prendra plaisir à rebondir sur vos avis. C'est aussi pour ça qu'on aime bien faire ce genre d'émission. On termine notre émission du jour. Merci Axel, merci Thomas. Merci. Merci à toi. On se donne rendez-vous pour l'après-match de cette OM Lens avec, on espère, les 3 points en poche, évidemment. On y croit. D'ici là, passez tous un excellent week-end. On referme la tribune OM. Abonnez-vous, likez la vidéo. Vous connaissez la chanson, les gars. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt. Allez l'OM! Allez, ciao les gars! Ciao tout le monde!